Salut tout le monde et bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On dirait que vous avez envie de plonger, Dans l'univers d'un Delors. pilier de la philosophie occidentale. C'est ça. Platon, pas juste apprendre son nom et ses dates, non, vous voulez vraiment saisir l'essence de sa pensée, Exactement. ces idées qui ont traversé les siècles et qui nous interpellent encore aujourd'hui. On a rassemblé des articles et des extraits d'encyclopédies qui nous serviront de boussole pour ce voyage au cœur de la philosophie platonicienne. Tout à fait. Prêt pour l'aventure, Dan? Ce qui est fascinant avec Platon, c'est qu'il ne nous livre pas un système figé, une doctrine à apprendre par cœur. Non. Il nous invite plutôt à un dialogue, à une réflexion constante. D'accord. Ces dialogues, qui mettent en scène Socrate et d'autres personnages de son époque, sont de véritables joyaux de la littérature philosophique. Ah oui, Socrate, ce personnage mythique. On a tous en tête l'image de ce philosophe qui questionne sans relâche, qui pousse les gens à réfléchir par eux-mêmes. J'imagine qu'il a eu une influence considérable sur Platon. Absolument. Platon était un disciple de Socrate, et on peut dire que Socrate a été le catalyseur de sa vocation philosophique. Platon était issu d'une famille aristocratique athénienne. Ah, Il aurait pu se lancer dans la politique, mieux, tout à fait. mais la rencontre avec Socrate a tout changé. C'est vrai qu'on a souvent tendance à associer Platon à la philosophie et Socrate à la pratique, au dialogue dans la cité. Oui. Mais il y a donc un lien très fort entre les deux. Oui, un lien profond. D'accord. D'ailleurs, Socrate est souvent le personnage principal des dialogues de Platon. Ah oui? Il incarne la sagesse, l'esprit critique, la recherche de la vérité. Oui. On a l'impression que Platon met en scène Socrate comme un modèle, Comme un guide. un guide pour le lecteur. Et Platon lui-même, il est présent dans ces dialogues. On entend sa voix, ses idées. C'est là que ça devient intriguant. Platon, à une exception près, ne se met jamais en scène dans ses dialogues. Ah! Il laisse la parole à Socrate et se retire en quelque sorte. Intéressant. Certains y voient une marque de respect, de modestie. Oui. Comme si Platon voulait laisser toute la place à son maître. C'est vraiment une relation fascinante. Ouais. Alors, à travers ces dialogues, comment est-ce que Platon nous guide dans sa réflexion, dans sa philosophie? Platon utilise une méthode bien particulière héritée de Socrate. La maïeutique. Oui. On l'appelle aussi la méthode socratique. Mhm. C'est un art du questionnement qui vise à accoucher les esprits, à faire émerger la vérité qui est en chacun de nous. Ah oui, le fameux questionnement socratique. On imagine Socrate posant des questions, déconstruisant les idées reçues, Exactement. poussant ses interlocuteurs à aller au fond des choses. Exactement. Et c'est ce que Platon fait dans ses dialogues. D'accord. Il met en scène des discussions, des débats, où les personnages s'interrogent, argumentent, se contredisent, Oui. et le lecteur est invité à participer à cette recherche. À se poser les mêmes questions. C'est un peu comme si on était dans un café à Athènes, à écouter Socrate et ses disciples débattre de philosophie. Oui, tout à fait. Yeah, ok. Mais au-delà de cette méthode, quels sont les grands thèmes, les idées clés de la philosophie de Platon? Un des concepts les plus importants et peut-être le plus difficile à saisir. Oui. C'est la théorie des formes ou des idées. Ah oui, les fameuses formes. On en entend souvent parler, mais c'est vrai que c'est un concept assez abstrait. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de le décrypter ensemble? Bien sûr. Pour Platon, la réalité que nous percevons avec nos sens, le monde matériel qui nous entoure, n'est qu'une copie imparfaite d'une réalité supérieure. Le monde des formes. Attendez, j'essaie de visualiser. C'est comme si on avait un monde parfait, un modèle idéal, C'est ça. et que notre monde n'en était qu'une pâle imitation de l'autre. Exactement. Imaginez la forme du beau, par exemple. Oui. Elle est parfaite, éternelle, immuable. D'accord. Et toutes les belles choses que nous voyons dans notre monde, Hmm. un coucher de soleil, un tableau, un visage, Oui. ne sont que des reflets, Des participations. des participations à cette forme idéale. Donc la beauté d'un coucher de soleil, aussi magnifique soit-elle, est éphémère. Elle passe. Oui, Tandis que la forme du beau, elle, est éternelle. tout à fait. Et c'est la même chose pour toutes les qualités, tous les concepts, la justice, le courage, la vérité. Il existe des formes parfaites de ces notions. D'accord. Et les choses de notre monde n'en sont que des expressions imparfaites. D'accord. Je commence à comprendre. Mais à quoi ça sert de connaître ces formes si elles sont si loin de notre réalité? Oui. Quel est l'intérêt pour nous? Pour Platon, c'est la clé de la connaissance et du bonheur. Ah oui. En contemplant les formes, en s'élevant au-dessus du monde sensible, Oui. l'âme peut accéder à la vérité, à la sagesse. C'est comme si on sortait de la caverne et qu'on découvrait la vraie lumière, la vraie réalité. J'ai lu quelque part que Platon avait utilisé cette métaphore de la caverne pour illustrer sa pensée.
Tout à fait. Hmm. Le mythe de la caverne, raconté dans la République, Oui. est une image saisissante de la condition humaine. D'accord. Les prisonniers enchaînés au fond de la caverne ne voient que des ombres, Oui. des illusions. D'accord. Ils prennent ces ombres pour la réalité. Hmm. Mais si l'un de deux parvient à se libérer et à sortir de la caverne, Oui. il découvre le monde extérieur, baigné de lumière. D'accord. Il comprend alors que les ombres n'étaient que des illusions. Et ce prisonnier qui sort de la caverne, c'est le philosophe. Celui qui s'est libéré des illusions et qui a accédé à la connaissance. Exactement. Le philosophe, pour Platon, Oui. est celui qui s'est élevé jusqu'aux formes, qui a contemplé le bien, et son rôle est de guider les autres. De les aider à se libérer de leur chaîne. Exactement. C'est une tâche difficile, j'imagine. Pas évident de convaincre les gens de sortir de leurs illusions, de leurs habitudes. C'est un défi permanent, Oui, mais c'est la mission du philosophe, selon Platon. il doit éclairer le chemin, montrer la voie vers la vérité et le bien. Ah, d'accord. Mais comment fait-on concrètement pour s'élever vers ces formes? Oui. Comment Platon nous propose-t-il d'accéder à cette connaissance supérieure? Pour Platon, la connaissance des formes est une réminiscence, un souvenir de ce que notre âme a contemplé avant de s'incarner dans un corps. Ah oui, le mythe de la réminiscence. C'est l'idée que connaître, c'est se souvenir de ce que notre âme a déjà vu. Exactement. D'accord? Et c'est par la philosophie, par l'effort intellectuel et moral, Oui. que nous pouvons réveiller ce souvenir, cette connaissance innée. C'est un chemin qui demande de la discipline, de la persévérance. Oui, bien sûr. On ne devient pas philosophe en un jour. Non, Mais si on suit Platon, c'est en quelque sorte un retour à soi, un voyage intérieur à la découverte de notre vraie nature. cette belle image. Et on peut dire que toute la philosophie de Platon est une invitation à ce voyage intérieur, à cette quête de la vérité et du bien. Tout à fait. Si on résume un peu ce qu'on a vu jusqu'ici, Platon était un des disciples de Socrate. Oui. Il a écrit des dialogues philosophiques, il a développé la théorie des formes, Oui, il nous invite à sortir de la caverne des illusions. exactement. On a déjà une bonne base pour comprendre sa pensée. Mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Par exemple, est-ce que Platon nous dit comment vivre, comment être heureux? Bien sûr. L'éthique. La question du bien vivre est au cœur de la philosophie de Platon. D'accord. Pour lui, le bonheur véritable ne se trouve pas dans la satisfaction des désirs matériels, mais dans la contemplation du bien, dans la vie vertueuse. Ah, la fameuse vie vertueuse. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour Platon? Quelles sont les vertus qu'il faut cultiver? Platon distingue 4 vertus cardinales. Oui. La sagesse, le courage, la tempérance et la justice. D'accord. La sagesse, c'est la connaissance du bien. Mhm. Le courage, c'est la force de l'âme face au danger. Oui. La tempérance, c'est la maîtrise de soi, Des passions. des passions. D'accord. Et la justice, c'est l'harmonie entre les différentes parties de l'âme, Oui. mais aussi l'harmonie dans la cité. Donc, pour Platon, être juste, ce n'est pas seulement respecter les lois. Non. C'est aussi être en accord avec soi-même, avec sa propre nature. Exactement. Et pour Platon, la justice, tant au niveau individuel qu'au niveau de la cité, est la condition du bonheur. D'accord. Une âme juste est une âme heureuse. Oui. Une cité juste est une cité prospère. C'est une vision très harmonieuse de l'existence. On sent que Platon cherche un équilibre, une cohérence entre l'individu et la société. Oui, c'est une des grandes forces de la pensée de Platon. Il relie l'éthique, la politique, la métaphysique. Tout est lié. Tout est lié, tout s'articule autour de la recherche du bien. C'est passionnant. J'ai l'impression qu'on commence à peine à gratter la surface de la philosophie platonicienne. Oui, c'est vrai. Il y a tellement de choses à découvrir encore. Ah oui, beaucoup de choses. Alors, on continue l'exploration. On plonge un peu plus profondément dans la pensée de Platon. Avec plaisir, mais il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir. Génial. Notamment sur sa vision de l'âme, de l'amour, de la politique. Parfait. Alors, on reprend notre souffle et on se retrouve dans la deuxième partie de notre deep dive pour explorer de nouvelles facettes de l'univers platonicien. D'accord. À tout de suite. À tout à l'heure. Reprenons notre exploration de Platon. On avait parlé de sa théorie des formes. Oui, cette idée du monde des idées, immuable et parfaite, au-delà de notre monde. On a parlé du beau, du juste, du vrai. Mais comment ces formes s'appliquent à notre vie quotidienne? C'est un peu abstrait. Ah oui, ça peut paraître abstrait. Prenons un exemple concret. Imaginez un menuisier qui veut fabriquer une chaise. Il a en tête l'idée de la chaise, sa fonction, sa forme générale.
D'accord. C'est cette idée, ce modèle parfait de la chaise qui existe dans le monde des formes, selon Platon. Ah d'accord, je vois. Allez, donc, la chaise idéale, la forme de la chaise, existe quelque part, au-delà de notre monde matériel. Exactement. Et toutes les chaises qu'il va fabriquer, quelle que soit leur forme, leurs matériaux, leur couleur, ne seront que des copies imparfaites de cette forme idéale. C'est comme un architecte qui a un plan en tête avant de construire une maison, ouais. Le plan, c'est la forme, et la maison, c'est la réalisation concrète de cette forme, quoi. Excellente analogie. Et c'est la même chose pour toutes les choses de notre monde. Elles participent toutes, à des degrés divers, à des formes idéales qui existent dans un monde supérieur. D'accord, je comprends mieux. Mais quel est l'intérêt de connaître ces formes si on ne peut pas les voir, les toucher? Pour Platon, c'est la clé de la connaissance véritable. Le monde sensible, celui que nous percevons avec nos sens, est changeant, illusoire. Il ne nous donne accès qu'à des apparences. Tandis que le monde des formes est stable, éternel. C'est le domaine de la vérité. Donc, si je veux vraiment connaître ce qu'est une chaise, ce n'est pas en regardant des chaises concrètes que je vais y arriver, mais en m'élevant jusqu'à la forme de la chaise. Exactement. Et En s'éloignant du monde sensible. En purifiant son âme, qu'on peut accéder à la contemplation des formes. C'est un cheminement exigeant. On se rend compte que pour Platon, la philosophie n'est pas un simple passe-temps intellectuel, c'est un véritable mode de vie. Oui, c'est un effort constant, une discipline de l'esprit et de l'homme. Mais c'est aussi une source de joie, de liberté. Car pour Platon, la connaissance du bien, c'est le chemin vers la véritable liberté. On touche là à un point crucial de la philosophie de Platon. Le lien entre la connaissance et le bonheur. On a tendance à penser que le bonheur, c'est la satisfaction de nos désirs, la possession de biens matériels, mais pour Platon, c'est tout autre chose. Absolument. Pour Platon, le bonheur véritable, c'est le démonia. Eudémonia. Ce mot grec est difficile à traduire, mais on peut le comprendre comme un état de plénitude, d'accomplissement. D'accord. De vie en accord avec sa nature profonde. Et cet état de plénitude, on l'atteint en connaissant les formes, en contemplant le bienfait. Oui, car pour Platon, l'âme humaine est naturellement attirée vers le bien. C'est en s'orientant vers le bien, en vivant selon la vertu, que l'âme trouve son bonheur. C'est une vision très optimiste de la nature humaine. On a l'impression que pour Platon, le bonheur est accessible à tous. En théorie, oui. Mais en pratique, c'est un chemin difficile, qui demande du courage. Car l'âme est aussi attirée par les illusions du monde sensible, par les passions. On retrouve cette idée du compas intérieur dont on a parlé tout à l'heure. Exactement. La vie morale, pour Platon, c'est un effort constant pour maîtriser les passions, pour orienter son âme vers le bien. Et pour nous aider dans ce combat, Platon nous propose les vertus du Jassi. On a déjà évoqué la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. Est-ce qu'on peut développer un peu ces notions? Bien sûr. La sagesse, c'est la connaissance du bien, la capacité de le discerner. C'est la vertu qui guide toutes les autres. Le courage, c'est la force de l'âme qui nous permet d'affronter le danger. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et la justice, c'est l'harmonie entre les différentes parties de l'âme, mais aussi l'harmonie dans la cité. C'est la vertu qui garantit l'ordre de la société. On voit bien que pour Platon, il y a un lien très fort entre l'éthique individuelle et la politique. L'homme juste, c'est celui qui est en harmonie avec la société. Tout à fait. Pour Platon, l'homme est un animal politique. Il ne peut s'épanouir pleinement qu'au sein d'une cité juste. Et c'est cette cité idéale que Platon décrit dans la République, n'est-ce pas? On a déjà évoqué le mythe de la caverne, mais dans la République, Platon va plus loin, il nous propose un modèle de société idéale, gouverné par des philosophes rois. Exactement. Pour Platon, les philosophes, ceux qui ont contemplé le bien, sont les plus aptes à gouverner. Ils ne recherchent pas le pouvoir pour eux-mêmes, mais pour le bien de la cité. C'est une vision très idéaliste du pouvoir. On est loin des réalités politiques de notre époque. C'est vrai. Mais l'utopie platonicienne nous invite à réfléchir à la nature du pouvoir. Elle nous rappelle que le pouvoir véritable, c'est le pouvoir de servir. On comprend mieux pourquoi la philosophie Platon a une influence si profonde. Ses idées ont nourri les réflexions sur la justice, la liberté, le rôle de l'État. Absolument. Et on peut dire que Platon nous a légué un héritage précieux. La conviction que la philosophie n'est pas une simple spéculation intellectuelle, mais un engagement pour la justice. C'est une belle leçon qui nous invite à réfléchir sur notre propre rôle dans la société. Tout à fait. Et c'est en cela que la philosophie de Platon reste profondément actuelle. Ses idées nous invitent à nous remettre en question. En parlant de questionnement, on a beaucoup parlé de la raison, de la connaissance. Mais est-ce que Platon parle aussi des émotions, des sentiments? Y a-t-il une place pour l'amour dans sa philosophie? Ah oui, l'amour. C'est un thème central et c'est un amour qui est étroitement lié à la beauté. Intéressant.
On a souvent l'image de Platon comme un philosophe austère, rationnel. Mais il y a donc une place pour la passion dans sa pensée. Absolument. D'ailleurs, un des dialogues les plus célèbres de Platon, c'est le banquet. Dans ce dialogue, plusieurs personnages, dont Socrate, discutent de la nature de l'amour. Et pour Platon, l'amour véritable, ce n'est pas la simple attirance physique, mais une aspiration vers la beauté. C'est un amour qui élève l'âme. Exactement. L'amour, pour Platon, c'est une force qui nous tire vers le haut. C'est une vision de l'amour très différente de celle qu'on a souvent aujourd'hui, où l'amour est souvent associé à la passion. Oui, l'amour platonicien est un amour désintéressé, qui cherche le bien de l'être aimé. C'est un idéal d'amour exigeant. Mais on sent bien que pour Platon, l'amour est une force puissante. Tout à fait. Et c'est une des dimensions les plus fascinantes de la philosophie de Platon. Il nous montre que la raison et la passion ne sont pas forcément opposées. On comprend mieux pourquoi la philosophie de Platon a traversé les siècles. Il aborde des thèmes universels. La recherche du bonheur, le sens de la vie, la nature de l'amour. Absolument. Et ce qui est admirable chez Platon, c'est qu'il ne nous donne pas de réponse toute faite. Il nous invite à réfléchir par nous-mêmes. C'est une belle invitation à poursuivre notre propre cheminement philosophique. Et n'oublions pas que la philosophie, pour Platon, ce n'est pas seulement une activité intellectuelle, c'est un mode de vie. Une invitation à vivre une vie plus riche de sens. Mais on n'a pas encore tout dit sur Platon. Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir sur sa vision de l'âme, de l'immortalité. Alors, prêt pour la troisième partie de notre exploration. Plus que jamais. J'ai hâte de plonger encore plus profondément dans l'univers de Platon. On reprend notre exploration de Platon, et après toutes ces idées fascinantes sur la connaissance, le bonheur, l'amour, eh bien, j'avoue que je suis très curieux de savoir ce qu'il pensait de l'âme humaine. Ah oui, l'homme. C'est un sujet qui a toujours fasciné les philosophes. Et j'imagine que Platon avait des idées originales. Absolument. Pour Platon, l'âme, c'est vraiment le cœur de sa philosophie. C'est le siège de la raison, des émotions, et c'est elle qui nous permet d'accéder à la connaissance, au bonheur. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que Platon croyait en l'immortalité de l'âme. L'immortalité de l'âme même. C'est une idée audacieuse quand même. Est-ce que Platon nous donne des arguments pour soutenir cette croyance? Oui, Platon utilise plusieurs arguments, souvent basés sur la logique, sur la métaphysique. Par exemple, il souligne que l'âme est immatérielle, invisible. Oui. Donc elle ne peut pas être détruite comme le corps. D'accord. Il utilise aussi l'argument de la réminiscence. Ah oui, on en a parlé. L'idée que la connaissance est un souvenir de ce que l'âme a contemplé avant de s'incarner. C'est ça l'idée que l'âme, avant de naître dans un corps, a séjourné dans le monde des formes et qu'elle a donc en elle une connaissance innée de la vérité du bien. Exactement. Et pour Platon, cette capacité de l'âme à accéder à des réalités supérieures, à des vérités éternelles, est une preuve de sa nature divine, de son immortalité. C'est une vision très belle, très poétique de l'âme. On sent que pour Platon, l'âme est précieuse, qu'elle a une destinée qui dépasse notre existence terrestre. Tout à fait. Et cette croyance en l'immortalité de l'âme a des implications importantes sur la manière dont on conçoit la vie, le sens de l'existence. Justement, j'allais vous poser la question. Si l'âme est immortelle, quel est son destin après la mort? Est-ce que Platon nous parle d'un au-delà? Oui, Platon décrit dans plusieurs dialogues, notamment dans le Phédon, le voyage de l'âme après la mort. Selon lui, l'âme libérée du corps est jugée en fonction de ses actions terrestres et elle est ensuite envoyée dans un lieu qui correspond à sa nature, à son degré de pureté. C'est un peu une récompense ou une punition en fonction des actions accomplies durant la vie. On peut le voir comme ça. Mais pour Platon, l'au-delà, ce n'est pas seulement un lieu du jugement, c'est aussi un lieu de purification, d'apprentissage. Les âmes qui n'ont pas atteint la perfection peuvent se réincarner afin de poursuivre leur cheminement. Donc, la vie terrestre n'est qu'une étape dans un cycle plus vaste. Un voyage de l'âme qui se poursuit. Exactement. Et cette vision de l'âme immortelle nous invite à prendre la vie au sérieux, à faire des choix qui nous élèvent. Oui, qui nous rapproche du bien, de la vérité. Voilà. On comprend mieux pourquoi Platon mettait tant l'accent sur l'éducation, sur la philosophie. C'est une préparation de l'âme à son destin éternel. Tout à fait. Pour Platon, la philosophie, ce n'est pas un simple jeu intellectuel, c'est une préparation à la mort. C'est une vision assez radicale de la philosophie. Mais elle est aussi très inspirante, car elle nous rappelle que notre vie a un sens qui nous dépasse. Et ce qui est fascinant chez Platon, c'est qu'il exprime ses idées profondes avec une grande force poétique, en utilisant des mythes, des allégories. Oui, le mythe de la caverne, le mythe de la réminiscence. Platon est un maître du récit. Oui, il utilise les images pour nous faire voyager. Absolument.
Et c'est ce qui rend sa philosophie accessible, même si elle apporte des sujets complexes. On a beaucoup parlé des grandes idées de Platon, mais j'aimerais revenir sur sa vie. On l'a dit qu'il était un disciple de Socrate, qu'il a fondé l'Académie. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur sa vie, son époque? Bien sûr. Platon est né à Athènes, vers 428 avant Jésus, dans une famille aristocratique. Il a grandi dans une période de grands bouleversements. Athènes était une démocratie, mais elle était en guerre contre Sparte, et elle traversait une crise morale. Une époque qui nous rappelle un peu la nôtre. Oui, on peut faire des parallèles. Et c'est dans ce contexte que Platon rencontre Socrate. Socrate, par sa méthode du dialogue, par son questionnement, par son courage, va marquer profondément Platon. Oui, on a dit que la condamnation à mort de Socrate avait été un traumatisme pour Platon. Oui, c'est un événement qui a marqué un tournant. Il a compris que la justice, la vérité n'était pas toujours respectée et il a décidé de se consacrer à la philosophie. Et c'est pour ça qu'il a fondé l'Académie. Exactement. L'Académie, fondée par Platon vers 387 avant JC, était un lieu d'enseignement, de recherche. C'était un foyer intellectuel qui a formé de nombreux disciples, dont le célèbre Aristote. L'Académie, c'est un peu l'ancêtre de nos universités. On voit bien que Platon avait une vision très large de l'éducation. Tout à fait. Pour Platon, l'éducation est essentielle pour former des citoyens éclairés. Et la philosophie est au cœur de cette éducation, car elle apprend à penser par soi-même. On a l'impression que pour Platon, la philosophie n'est pas réservée à une élite. C'est une démarche qui peut nous aider à mieux vivre. Absolument. La philosophie, pour Platon, c'est un chemin vers la sagesse, vers le bonheur, et ce chemin est ouvert à tous. Voilà une belle conclusion pour notre exploration de l'univers de Platon. On a découvert des idées fascinantes qui nous invitent à réfléchir sur le sens de la vie. Et on n'a fait qu'effleurer la surface or. L'œuvre de Platon est un trésor. Merci de nous avoir guidés dans ce voyage, Echtou. J'espère que nos auditeurs ont pris autant plaisir que nous à découvrir Platon. Merci à vous. Et n'oubliez jamais que la philosophie, c'est une aventure qui ne finit jamais.